Bonjour à tous, je m'appelle Alexis et vous écoutez l'épisode 17 du podcast de Contournement. Alors dans cet épisode, je discute avec William Fauchou, un no-codeur super intéressant, rencontré grâce à la magie des internets, et surtout grâce à une application qu'il a créée avec Bubble, donc l'app builder que vous connaissez tous. Alors il s'agit d'une application en lien avec la pandémie de Covid-19, mais pas d'un truc super sérieux de suivi de symptômes ou de soutien aux commerçants comme on a beaucoup vu grâce au no-code, et qui sont super, mais il n'y a pas que ça non plus à faire dans cette période compliquée. Non, William, lui, il a décidé avec des amis de proposer une solution pour lutter contre la solitude et le manque d'ambiance festive que l'on ressent tous après toutes ces semaines de confinement. Alors il va vous raconter tout ça, et puis bien d'autres choses, parce que William il est aussi le CEO d'une startup spécialisée dans la blockchain, et comme vous allez le voir, il a pas mal de recul sur le no-code, et un point de vue très intéressant sur plein de sujets que l'on aborde régulièrement dans ce podcast, donc c'était intéressant de discuter avec lui de tout ça. Allez, j'envoie la discussion. Bonjour William, et bienvenue dans le podcast de Contournement. Alors nous on s'est rencontrés virtuellement il y a quelques jours par la magie des internets parce que tu as créé une application Bubble qui est en lien avec la situation actuelle de confinement qu'on est tous en train de vivre. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un truc super sérieux de suivi de symptômes ou de soutien aux commerçants, un peu comme on a vu beaucoup là grâce au no-code. Non, toi et quelques amis, vous avez décidé de lutter contre un autre fléau qui est celui de la solitude et puis du manque d'ambiance festive. Je pense qu'on ressent tous après 3 semaines de confinement. Et donc, vous avez créé Corona Party. Tu vas nous raconter tout ça dans un instant. Mais d'abord, 2 questions. Comment est-ce que tu vas et est-ce que tu peux te présenter ? Salut Alex, je vais très bien, merci. Alors, moi je suis à la base un juriste. J'ai fait des études de droit et à l'occasion de mes études de droit, j'ai créé une start-up qui s'appelle Blockchain URIP, qui est une legal tech en fait spécialisée dans la protection des créations et d'innovation de la propriété intellectuelle par le protocole Bitcoin. C'est-à-dire que très simplement, on offre un outil de timestamping à des entreprises dans le luxe et dans tout secteur pour protéger leurs nouvelles collections, leurs nouveaux sacs, leurs nouveaux dessins de montres, de bijoux contre la copie et la contrefaçon. Et donc, tu me disais un petit peu en préambule que dans ce cadre-là aussi, tu utilises du no-code pour proposer des services justement par rapport au service que vous proposez dans ta boîte, quoi. Alors, on n'a pas une application qui est réalisée en no-code. Pour le coup, c'est du vrai code. Mais c'est vrai que pour tester des nouveaux concepts et puis pouvoir être rapide sur certaines features qui ne sont pas critiques, eh bien, on peut tout à fait utiliser du no-code et en particulier Bubble qui permet facilement de créer des API ou Integromat qui va nous permettre de traiter des grands volumes de données et par exemple de faire des reporting sur la data. Ok, bon, on va revenir tout ça après, parce que ce dont je voudrais qu'on parle en premier, c'est Corona Party que tu as créé et qu'on a testé d'ailleurs hier soir avec la communauté No Code, dont tu étais là aussi, c'était chouette. Il y avait pas mal de gens de la communauté de contournement qui est venue, on a discuté, on a utilisé votre application. Et bah écoute, raconte-nous, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment ça vous est venu, un petit peu la backstory, et puis on va parler un petit peu aussi de la technique, parce que ça nous intéresse. Mais Corona Party, à la base, c'est une idée qu'on a eue entre amis. On était embêtés de plus pouvoir réellement se voir et plus organiser des petites fêtes le vendredi ou le samedi. Et si tu veux, le souci des apéros visio euh, ou des Skype apéros comme tout le monde en fait en ce moment, eh bien, c'est que rapidement, au-delà d'un certain nombre, tu as un effet cacophonie. C'est-à-dire que tu t'entends plus. Et si tu vas avoir des discussions plus ou moins profonde et apprendre à connaître les gens comme tu le fais dans ce genre de contexte, et ben c'est pas possible si vous êtes 15 sur la même visio. Donc on s'est dit, qu'est-ce que les gens aiment dans une soirée? Ben, c'est le fait de pouvoir rencontrer des gens, le fait de pouvoir avoir des discussions isolées peut-être dans certaines pièces, d'organiser une contre-soirée dans la cuisine. Et donc on va reproduire ce concept dans une application sous forme de map. Une map sur laquelle tu as plusieurs pièces avec plusieurs visios à chaque fois et dans laquelle tu peux te balader de pièce en pièce et retrouver
tes amis. Alors je suis pas tout seul sur ce projet parce qu'on est une petite équipe. Il y a Gaëtan qui a fait des super graphismes, que tu as vus. Il y a Mmh. Arthur qui s'occupe un petit peu de la com et qui est youtubeur. Il y a aussi Romain, qui nous a fait un site WordPress. J'ai un ami ingénieur aussi, Guillaume, et puis un ami spécialisé en SEO, Clément. Donc on est vraiment c'était l'occasion de créer vraiment une belle équipe, pour lancer ce projet éphémère et de se faire plaisir surtout. Ouais, non, je trouve que c'est un concept assez sympa. C'est pas facile forcément pour, toujours à l'audio de se représenter. C'est quoi l'adresse? C'est coronaparty.io. Voilà, donc quand on arrive sur le site, on nous demande de nous présenter, de mettre son prénom et puis on se retrouve face à la carte de la maison, quoi. Et donc on a les différentes pièces et à chaque fois qu'on va dans une pièce, ça déclenche une visio. Donc on se retrouve dans une salle, dans une room, bah, comme on a tous l'habitude de faire en ce moment, visio et donc on a potentiellement, bah, les caméras, enfin des gens qui seraient aussi dans la salle, quoi. Exactement. Tu crées ta maison, tu invites tes invités et derrière, tu peux les retrouver dans les différentes pièces. On a un record aujourd'hui qui est à 65 personnes, en simultané, dans une maison, et une fête qui a duré plus de 9 heures. Donc il y a des gens qui l'utilisent vraiment à son plein potentiel. Mmh. Heu, Après, ce qu'il faut préciser, c'est que juste, chacun peut avoir sa maison, quoi. Chacun C'est-à-dire peut que avoir nous, sa hier maison. soir, par exemple, on a fait, un petit apéro, contournement, no code, quoi, donc ça, c'était dans notre maison, mais il y avait en parallèle sûrement des gens dans d'autres maisons qui étaient en train de faire des apéros ou alors, faire des fêtes, débridées, quoi. Mmh, tout à fait. Et ce qui est génial dans ce projet, tu vois, c'est que, beh, déjà, c'est un projet, pour la bonne cause, et puis surtout, c'est un projet, qui est super intéressant, bah, pour moi et mes potes parce que on travaille tous plus ou moins dans le B2B, et donc on n'a pas, l'habitude de pouvoir toucher à ce qui est fun. Ce qui est fun, c'est le B2C, tu as beaucoup d'utilisateurs, et là, Mmh. Corona Party, bah, on a fait 50 000 pages vues en 10 jours. On a même pu tenter, des petites pubs Facebook, sur nos propres sous pour voir comment ça réagissait face à des audiences si larges, tu vois? Donc c'était vraiment l'occasion aussi de tester des choses qu'on n'a pas l'occasion de faire d'habitude, du fait de la viralité, de la solution et du fait qu'elle parle à tout le monde. Mmh. Ouais, je rebondis un peu sur ce que tu dis parce que c'est vrai que je me rends compte que c'est vraiment typiquement un side project, quoi. Nous, on aime beaucoup les side projects et c'est vrai que beaucoup de gens travaillent dans des produits B2B un peu sérieux forcément, enfin, comme tu dis, et que les side projects, leurs side projects sont souvent plutôt des choses un peu plus fun ou un peu plus, orientées, vers les clients, enfin donc B2C. Et ça, c'est un constat que je m'étais jamais vraiment fait, mais que je trouve intéressant et tu illustres bien ça, quoi, ton projet. Bah, oui, mais je pense que parce que les paillettes, le fun, c'est dans les projets B2C. Les projets B2B, ça fait pas rêver grand monde, quoi. Donc c'est Ouais, ap probablement, pour ça. et le no-code s'y prête bien, quoi. Bah, le no-code s'y prête très bien parce que, bah, tu vois, on aurait voulu faire ça en code. Bon, l'application n'était pas extrêmement, compliquée non plus, mais là, en no-code, on a pu avoir une première version en une journée, quoi. Alors Donc raconte-nous du coup un petit peu, comment ça s'est passé, les étapes et puis même le côté un peu technique, hein. N'hésite pas aussi à rentrer un petit peu dans la technique, de Bubble notamment, ça pourra intéresser, certaines personnes. Et bah, fais attention écoute, parce qu'il y a un peu de bruit des fois quand je sais pas ce que tu fais, mais je crois qu'on s'y est mis à, la le premier week-end du confinement, en fait. Et du coup, on s'est dit: «Il faut absolument qu'on arrive, à sortir l'application le plus rapidement possible». Parce qu'il y a d'autres gens qui vont faire la même chose. Bon, en fait, c'était pas le cas, mais on voulait vraiment la sortir super rapidement, donc on a fait le choix de la faire avec Bubble. Donc très concrètement, en fait, j'ai commencé par faire une maison pour moi et mes amis, qui était juste une maison, et donc il y avait pas la possibilité de créer sa propre maison. Si tu veux, donc la manière dont on a fait ça, mmh. c'est qu'on a juste fait différentes pages, sur Bubble, et sur chaque page, on avait mis, un iframe avec, Whereby, à l'intérieur, OK, et donc ça on c'était a vraiment votre prototype, quoi. ouais, c'est le prototype. On a fait une soirée pilote et on s'est rendu compte que ça faisait quand même bien marrer, les gens,
Mmh. et qu'ils avaient aimé l'expérience, quoi. Donc c'est là qu'on s'est dit: «Finalement, il faut peut-être le porter, pour tout le monde». Et donc là, c'était un petit peu plus compliqué, mais on a créé la possibilité de créer des différentes soirées. Et surtout, il nous fallait une solution pour la vidéo. Parce qu'il faut, si on crée plusieurs maisons, à chaque fois, avoir potentiellement 5 vidéos, conversations vidéo séparées par maison. Et là, aujourd'hui, on a dépassé les 3000 maisons. Donc ça fait beaucoup de conversations vidéo. Et le problème, c'est que Whereby, 15 000 quoi, potentiellement, 15 000 euh, salles de vidéo quoi. tout à fait. Et le problème, c'est que Whereby, par exemple, ne permettait pas de faire ça. Il y avait un abonnement API qui était à 500 euros. Nous, c'est un projet non lucratif, sans aucune collecte de données. On ne pouvait pas prendre l'abonnement. Donc, l'abonnement est nous sponsoriser. C'est pas quelque chose qu'ils font. Et puis, on est tombé sur Jitsi. Jitsi, qui est une solution totalement open source et qui permet de créer, en fait, si tu veux, des salles de conférences de vidéo à la volée, juste en changeant l'URL de la page. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux créer jitsi.org slash ma super soirée et ça va te créer une room si elle n'existe pas encore, ou, et etc. Et donc là, on s'est dit, finalement, c'est un iframe, il charge sur la page, il suffit qu'on passe dans les paramètres de l'iframe l'unique ID de la soirée qui est dans l'URL et ça va générer une nouvelle room à chaque fois. Et, euh, et si elle existe déjà, les gens vont pouvoir la rejoindre. Donc c'est comme ça qu'on a fait la version 2. Ouais, non, c'est assez malin. Ouais. Et pour revenir sur Jitsi, c'est vrai que c'est un outil, je trouve, qui est assez méconnu et que moi je trouve extraordinaire, d'autant comme tu disais qu'il est open source. Nous, on l'utilise depuis des années, la boîte où je bossais avant, et notamment pour cette simplicité d'utilisation, qui est que tu prends le lien de base, tu rajoutes ce que tu veux derrière, et t'as tout de suite, tu te retrouves dans une salle. Donc en fait, t'as juste un lien à envoyer aux gens, pas besoin de créer la salle en amont ni rien. Et c'est vraiment super, il y a plein de fonctionnalités, tu peux enregistrer la vidéo de ce qui se passe. Et en fait, c'est assez malin parce que c'est décentralisé, c'est-à-dire que quand tu enregistres la vidéo, par exemple, ça va s'enregistrer dans ton Dropbox. Si tu veux diffuser ce que tu es en train de faire en live, ça va reposer sur YouTube. Donc eux-mêmes ne fournissent que la mise en relation de la vidéo, et les autres outils périphériques, on va dire, sont fournis par des services tiers. Donc c'est assez malin, quoi. Et il y a aussi la possibilité, alors ça c'est, on sort un peu du cadre du no-code, mais je le dis quand même parce que j'aime bien cette idée, c'est comme c'est un outil open source, on peut aussi l'héberger soi-même. On peut prendre un serveur, l'héberger et faire sa propre passerelle vidéo avec Jitsi, quoi. Donc ça c'est assez chouette. Le second point, moi aussi, qui m'intéresse dans Jitsi, c'est qu'il est open source et puis surtout, il me semble que la conversation la conversation vidéo est chiffrée de bout en bout. Et tu as de plus en plus de débats en ce moment, sur tous les systèmes de visio, qui sont, utilisés justement pendant le confinement, et qui sont pas forcément respectueux de la vie privée des gens. Et nous, Mm. on trouvait du coup qu'utiliser un outil open source chiffré, ça collait quand même vachement bien avec l'image d'un projet éphémère, euh, Mm. sans aucun but lucratif. Et donc, c'est pour ça que c'était un bon mariage entre Jitsi et Corona Party. Mm. Ah, c'est important de le préciser, d'autant que là on entend en ce moment, il y a un peu un espèce de mini bad buzz, c'est pas vraiment un bad buzz, mais autour de Zoom par exemple, qui aurait quelques failles de sécurité. Je sais pas si c'est pire que les autres en réalité, mais enfin et voilà, ils se prennent un peu des tacles comme ils sont l'outil le plus utilisé actuellement. Bah c'est donc, mais c'est vrai, c'est bien de le préciser, ça c'est une des forces de l'open source, hein, on le répétera jamais assez, mais le seul moyen quand même d'avoir de la sécurité, d'avoir de la qualité, bah, c'est de laisser d'avoir une communauté autour qui va aller lire le code, qui va aller le vérifier, le valider, quoi. Et ça, c'est assez sous-estimé. Bon, on s'écarte un peu du no-code, mais ça, c'est des sujets, moi, qui me tiennent assez à cœur. Malheureusement, j'ai pas souvent l'occasion d'aborder, parce que c'est vrai que dans le no-code, malheureusement, on est beaucoup sur des outils en SaaS, beaucoup des outils américains, il y a très peu d'open source. Voilà, donc on est un peu, pour l'instant, on est un peu dépendant de tout ça, quoi. Un petit peu tributaire de toutes ces choses-là. Ouais. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de combiner de combiner les deux aussi, de combiner code et no code. Par exemple, hier, on discutait sur le cours d'apéro sur une personne qui avait fait sa propre API, mais qui ensuite été passée
par Bubble pour faire le front. Ouais. Et ça aussi, c'est très smart, il me semble, parce que Mmh. c'est vrai qu'il y a des choses que tu pourras pas faire en no code, mais pour faire un front, ça me semble tout à fait adapté quand tu vois à quel point c'est rapide de faire des modifications, d'ajouter des onglets par rapport à une application Angular ou React. Ouais. Ouais, non, mais ça, je pense nous, on le répète inlassablement avec Erwan, c'est vraiment no code, ça veut pas dire plus de codeurs et au contraire, à notre avis, ça veut dire vraiment une meilleure collaboration entre les porteurs de projets, les gens qui ne sont pas techniques mais qui ont des idées et les développeurs et il y a plein de choses que les porteurs de projets peuvent tester, prototyper et les développeurs peuvent se concentrer sur ce qui a de la valeur. Comme tu dis, par exemple, pour moi, faire intégrer du front, des choses comme ça a peu de valeur, parce qu'aujourd'hui, ça se fait très facilement avec Bubble, avec Webflow, etc. Par contre, développer une API, faire de l'algorithmie, faire des choses plus évoluées, des blockchains, comme vous faites, enfin, là, ça a de la valeur, et je pense que les développeurs doivent se concentrer là-dessus, parce que c'est aussi ce qui est le plus intéressant, hein, très franchement. Enfin, moi, je suis développeur à la base, et je pense que c'est là où les gens peuvent aussi s'éclater professionnellement, quoi. Donc, je trouve qu'il y a un mariage vraiment entre le code et le no-code qui est génial, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, moi, c'est pour ça à la base, que d'ailleurs je me suis intéressé au no-code. Mm. C'est que, comme tu sais, bah, j'ai une entreprise qui s'appelle Blockchain Your IP. Et en ce moment, alors peut-être pas en ce moment même, mais il y a quelques mois encore, le marché du dev était extrêmement tendu. C'est-à-dire que c'est très difficile de trouver un stagiaire en dev, de trouver un alternant en dev, même de trouver un dev. Il y a de plus en plus de devs qui veulent même pas finalement de CDI et qui veulent travailler en freelance parce que bah, il y a beaucoup trop de demandes Heu, par rapport, heu, au nombre de personnes, disponibles, quoi. Et donc ça fait grimper, les prix de manière exponentielle. Et à mon avis, le marché du dev en ce moment est un peu dans une bulle et déconnecté, de la réalité. Quand tu regardes, par exemple, les stagiaires, des écoles de dev qui vont être payés, plus qu'un SMIC, alors qu'un étudiant, en école d'avocat, tu vois, il va il va gagner moins, ça paraît un petit peu, un petit peu bizarre. Et donc le souci, c'est que non seulement c'est cher, mais en plus c'est extrêmement compliqué, et long. Et moi, je voulais trouver une solution qui me permette d'être suffisamment, réactif. Qu'un client me dise: «Est-ce que c'est possible, par exemple, d'ajouter un petit tableau, de statistiques sur l'application?» Et que je puisse dire: «Oui, ce sera bon, dans 3 jours ou dans une semaine», quoi, tu vois? Ne pas avoir à devoir faire pouvoir demander aux devs de blockchain URIP finalement de s'occuper des corps fonctionnalités et ne pas avoir à les faire détourner de leur chemin finalement pour faire cette petite fonctionnalité à côté qui est pas centrale et prendre du retard sur la roadmap. Ouais, Et moi je trouve tout à fait. que Ouais. le no code, il peut complètement s'imbriquer là-dedans. Et la manière dont je m'en sers moi dans mon métier, bah, c'est pour fabriquer des sortes de microservices, des sortes de microservices qui incluent pas de notion de confidentialité et qu'on va pouvoir plugger directement à l'API. Et ça permet d'être beaucoup plus rapide et d'innover. On est tout le temps en train d'essayer de réfléchir aux nouvelles manières de protéger des créations, que ce soit en ligne ou dans des formats originaux. Euh, et ça, bah, c'est un peu grâce au no-code. Et ensuite, si ça marche effectivement et qu'on a besoin de quelque chose sur lequel on a la main, parce qu'il y a aussi ce problème, comme tu l'as dit, du fait que le code, beaucoup de plateformes sont américaines. Si on a besoin de quelque chose sur lequel on a la main, bah, éventuellement, on le recodera pour le mettre sur nos serveurs. Mais, euh, Mm. mais c'est intéressant pour prototyper au-delà, quoi, et commencer à tester. Ouais, non, il y a enfin, tu soulèves plein de points sur lesquels j'ai envie de rebondir. Bon, je vais pas trop m'étendre sur ce que tu disais sur le marché des devs. Je trouve que c'était très intéressant. On connaît très bien cette problématique puisqu'on vient d'un centre de formation avec Erwan, que Erwan a cofondé. On a formé des développeurs juniors, donc on connaît bien aussi les dérives qu'il y a et vraiment ce marché un peu inondé de développeurs juniors peu ou pas qualifiés, enfin, qui sont des fois très bons, mais qui sont quand même
en 9 semaines ou même 3 mois de code, c'est quand même difficile de devenir très bon. Et c'est vrai que moi, j'ai peur quand même pour tous ces jeunes développeurs que le no-code, quand même, aspire aussi une partie de ces métiers-là. Et quand je dis j'ai peur, je pense que c'est un peu la logique, parce que je pense que le no-code remplace vraiment aisément aussi le développement peu qualifié, quoi. Donc bon, enfin, je vais pas forcément trop m'étendre là-dessus, mais et Après, après on parlera. J'aimerais bien revenir sur que tu nous donnes des exemples concrets de ce que tu fais, mais si jamais tu veux réagir par rapport à ce que j'ai dit. ouais, je pense que, bah, en fait, sur les personnes qui vont faire du no-code. Moi, je pense que ces gens-là et même certains développeurs ont tout à fait leur place aussi pour faire du no-code, parce qu'il faut pas oublier que, bah, Bubble, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils font. C'est un framework visuel, hem, mais donc c'est comme de coder en plus simple, et je pense même qu'une personne qui sait coder, en fait, a de la valeur ajoutée à faire du no-code. Parce qu'une personne qui sait coder, elle aura déjà, les bons réflexes en manière de structuration de data, les bons réflexes en manière de privacy et de réglage, des règles de Mmh. privacy. Ça va lui parler, C'est très les vrai, ouais. stats et l'application one page, tu vois? Une personne qui a jamais fait de code, jamais fait de site WordPress de sa vie, c'est pas possible qu'elle arrive, qu'elle commence à faire du no-code et qu'elle ait directement, à mon avis, la bonne méthode, quoi. Par Ouais, exemple, non, comme je suis très, très d'accord, en fait, je le dirais même dans ça va pour moi, ça marche dans les 2 sens. C'est-à-dire que moi, je pense que tous les développeurs juniors, justement, alors actuellement, comme tu dis, de toute façon, ils ont pas trop de problèmes à trouver du travail, et cetera. C'est une bulle, et je pense que c'est possible que cette bulle explose là, du fait de la situation actuelle et de la crise qui va s'ensuivre. Mais bon, ça, on le verra, je suis pas économiste. Mais dans tous les cas, à mon avis, ces développeurs juniors, ils auraient beaucoup à gagner, comme tu dis, aussi à se mettre sur des outils no-code, et notamment Bubble, qui est quand même l'outil le plus avancé. Je dirais Bubble et Webflow, et qui peut leur permettre de compléter leurs skills, parce que quand on est développeur junior, quand même, ça va pas être évident de refaire Twitter, par exemple. Alors qu'avec Bubble, littéralement, on peut faire Twitter en quelques jours. Et à mon avis, un développeur junior qui se met à Bubble, il peut en tirer le meilleur parti, quoi. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Nous, on dit aussi un peu le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire que commencer sur du no-code et apprendre à programmer avec Bubble ou Webflow peut aussi derrière te permettre de devenir un bon développeur, quoi. Ça, c'est une autre démarche, quoi. Mais ce que tu dis, je trouve est très intéressant. c'est clair, on retrouve tout, on retrouve, même les quand tu commits sur GitLab, c'est-à-dire quand tu fais un versionning de ton application, bah, ça, il y a une feature dans Bubble. Bon, si tu le sais pas, tu t'en rends Mm. pas compte, mais si tu es développeur, tu comprends tout de suite heu, pourquoi ça a été fait, quoi. Et puis à mon avis Ouais. aussi, on a quand même besoin, de gens qui s'y connaissent un petit peu en tech et qui ont une expérience peut-être dans les vraies applications, parce que c'est toute une partie, hem, organisation des développements. Le problème, de Bubble et de tous ces outils de no code, je pense, c'est que c'est tellement facile que tu as envie, de commencer directement, à la main levée presque. Sans te poser de Mm. questions, sans faire de cahier des charges, sans faire des pics, sans réfléchir à ce que tu vas faire en amont, et ensuite tu finis avec une application, pas du tout responsive, comme, Corona Party typiquement, qui a été fabriquée dans l'urgence. Et moi, à mon avis, si tu veux bien faire du no-code, c'est aussi important d'apprendre la méthodologie, de dev. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des user stories, des épiques, il faut les découper en tickets, il faut, les mettre sur GitLab, il faut penser à faire, ses tests. Il faut avoir des conventions de nommage, pour, la manière dont on va nommer, par exemple, ces variables. Alors ça, c'est pas vrai sur Bubble, mais, ce sera le cas typiquement sur Integromat, où ça peut rapidement partir en sucette si tu nommes tous les data stores et les scénarios un petit peu n'importe comment. Hem et donc c'est super important de s'imposer, à mon avis, cette rigueur si tu veux que ça fonctionne sur le long terme. Ouais, Et il y non, a ouais, vas-y, je te laisse finir. un Je 2e gros rebondis après. risque, à mon avis, sur lequel il faut faire attention, bah, c'est la sécurisation, des données, et je pense notamment aux interfaces de production. Quand tu travailles sur une application web classique, bon, bah, il y a que une ou 2 personnes qui ont accès, dans une startup, à la prod, et ils y ont un accès via SSH. C'est-à-dire qu'en fait, c'est leur PC qui a directement un accès, au serveur de prod, mais personne
peut se connecter, par exemple en ligne ou depuis un autre ordinateur, au serveur de prod. Et ça évite de faire des bêtises. Quand, par exemple, tu bosses avec des applications qui ont leur back-end sur un tableur Excel, sur Airtable, et que du coup, tes tokens de Google Analytics ou même tous tes tokens, en fait, ils sont dispersés à plein d'endroits et que la gestion d'accès se fait bien à Google Drive, et ben, ça peut rapidement augmenter la surface d'attaque ou la surface d'erreur de manière intersidérale, quoi, parce qu'il suffit que quelqu'un supprime le dossier sans faire gaffe et ton application elle est down, alors que ce serait jamais arrivé autrement. Donc à mon avis, il y a aussi à prendre de la rigueur du dev pour essayer de la mettre dans la rigueur du no-code et pas faire n'importe quoi. Ouais, non, là, t'abordes plusieurs sujets vraiment qui me passionnent, et je trouve que c'est intéressant parce que là, t'abordes une vision technique du no-code qui, je pense, échappe en fait pas mal aux gens, et c'est normal parce que, comme tu dis, ils ont pas un background technique à la base, c'est forcément les gens qui se mettent au no-code. Enfin, il y a tout, et c'est pour ça qu'il y a à gagner aussi à ce que des développeurs se mettent au no-code pour apporter cela dans cet écosystème. C'est un peu mon cas, et là, je trouve que les points que tu soulèves, j'en parle rarement dans l'écosystème no-code parce que les gens n'ont pas forcément conscience. Et il y a 3 choses sur lesquelles je voulais revenir. Il y a une première chose qui est pas technique, mais ça, on le répète aussi régulièrement, vraiment de pas se jeter dans les projets et croire que parce que, par exemple, on maîtrise Bubble, on peut commencer à designer et à réaliser son projet sans préparation. Alors ça, c'est pas un point technique, mais ça, c'est un point juste d'organisation. Et l'organisation des projets web, par exemple, un peu avec les méthodes agiles, comme tu disais, avec les user stories, etc., à mon avis, a toute sa place, plus que jamais dans le no-code. Il faut pas l'oublier, il faut pas croire que parce qu'on fait pas de code, on peut se jeter dans le design d'une base de données sur Airtable. Enfin voilà, ou de commencer à faire ses interfaces dans Webflow. Non, ça c'est pas possible. Et Noam, par exemple, le soulignait très bien dans notre épisode sur Airtable, quoi. Toujours commencer papier-crayon, ça c'est le bon point de départ, et après, de toute façon, on va aller vite sur l'implémentation, c'est ça l'avantage du no-code. Ouais. Quand tu parlais pour revenir sur le point technique qui me plaît beaucoup, Bubble, c'est vrai que c'est le seul outil avec Webflow, mais sur un autre volet. Mais Bubble, c'est le seul outil qui propose, en fait, je trouve, une abstraction visuelle de toutes les tâches et de toutes les facettes, en fait, du métier de développeur. Et étant souligné un que, à mon avis, personne dans la communauté no-code ne se rend compte, par exemple, c'est le fait de pouvoir versionner ces modifications. Ça, c'est Ouais. quelque chose de très important à n'importe quel développeur. Je me souviens à Simplon, dans la première semaine, tu apprenais à utiliser Git, qui te permet de versionner ton code, de faire des commits et de dire ici, c'est une version stable et je continue, puis je commit cette nouvelle version. Et ça, tu peux le faire dans Bubble, et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. Mais ouais, exactement. Et comme tu dis, tu as cette gestionnaire de versions que tous les devs connaissent. Au-delà de ça, moi, je trouve même Bubble reprend le concept un petit peu de MVP, non, de MVC, de Model View Controller. Donc, le modèle, c'est la data store. La vue, ça va être la vue dans Le Bubble, designer, ouais. le designer. Et les contrôleurs, ce sont en fait un petit peu une logique qui a lieu quand même du côté client. Et ce sont Les les workflows. workflows. Et en plus de ce modèle vue contrôleur, tu as tout un aspect gestion de version. Et là, on est sur Git, et ça va encore plus loin parce qu'en réalité, tu as même un aspect, à mon avis, que les gens de la communauté NoCode ne voient encore moins, mais tu as toute la partie DevOps, c'est-à-dire la partie Absolument. déploiement instantané. Et moi, pour avoir une application qui tourne sur Docker et sur nos propres serveurs, et on ose tout, je peux t'assurer que c'est une galère infinie de s'occuper du C'est un DevOps. métier, hein. C'est un C'est un métier. métier, c'est une expertise. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des experts vraiment sur ce domaine, et on peut faire des choses incroyables, mais c'est une expertise qui s'acquiert au fil du temps, qui vient de l'administration système, de l'administration réseau. Enfin voilà, c'est pas, je deviens pas DevOps du jour au lendemain, quoi. C'est ça, et là, tu cliques sur le bouton déployer, 10 secondes plus tard, c'est bon, mais c'est magique, quoi. Quand tu déploies une application pour de vrai, ça te prend 3 minutes. Mmh. Donc, Ah ouais, non, Bubble, à ce niveau-là, c'est vrai, enfin, c'est comme tu dis, enfin, c'est vraiment ça. Pour moi, ça représente un petit peu tous les métiers enfin, plus que du développeur, hein, parce que DevOps, c'est pas que le développement, c'est ce qu'on appelle les ops, c'est tout ce qui est opération, gestion des serveurs, gestion des déploiements,
la sécurité, tout ce qui est Les les backups. firewalls, on va dire, les backups aussi, c'est effectivement un point très important. C'est presque même un des points vitaux de la sécurité, je pense. Pour moi, enfin moi en tout cas, j'ai toujours été assez parano et donc j'ai toujours mis en place des politiques de backup très strictes parce que je pense que c'est le seul moyen de vraiment de se prémunir contre les dangers du web, on va dire. Mais ouais, non, sur le point de la sécurité, c'est vraiment intéressant ce que tu disais sur le côté aussi surface d'attaque. Ça, c'est vraiment le genre de termes qui sont employés vraiment dans le langage de la sécurité. Et c'est vrai que on l'a dit hier encore à un webinar, les gens nous posent toujours la question de la sécurité des données, par exemple sur Airtable ou sur Glide, etc., quoi. Et les gens ne se rendent pas forcément compte de quelle est la question sous-jacente. Nous, ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est que Airtable, a priori, il y a quand même, là, pour le coup, des équipes de DevOps et surtout des équipes de sécurité extrêmement qualifiées qui vont faire tout pour sécuriser leur serveur. Alors, du fait que ça soit centralisé, ça concentre aussi les attaques, évidemment, mais on peut estimer qu'il y a quand même des gens extrêmement experts qui travaillent dessus. Par contre, est-ce que les utilisateurs ont bien sécurisé les accès à leur base? Est-ce que la synchronisation, par exemple, qu'ils ont mis en place entre Airtable et Google Sheets pour utiliser Glide est bien faite pour qu'il n'y ait pas de mot de passe qui se balade, qu'il n'y ait pas de choses qui soient accessibles en lecture seule, d'URL qui... Excusez-moi, je n'ai pas compris. Il y a OK Google qui s'est mis en route. Donc oui, voilà, ça c'est des choses. Je n'ai pas compris. Oui, forcément, en plus comme j'ai répété après. Bon, voilà, ça c'est les aléas du direct et d'avoir des enceintes connectées à côté de soi. Oui, donc bon, bref, en tout cas, tout ça pour dire que souvent, la sécurité, c'est aussi l'utilisation des outils qu'on en fait, et c'est vrai que les outils no-code peuvent aussi donner place, des fois, à un certain laxisme, parce que les utilisateurs ne sont pas bien éduqués, quoi. Et à mon avis, les risques, ils sont aussi beaucoup là, quoi. Mais tu as dit oui que souvent les gens s'intéressent à la sécurité et ça c'est marrant aussi parce que moi je suis à Station F et je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne font pas de no code ou qui même peut-être en font mais ne te parlent pas de no code parce qu'ils ont l'impression que ça va leur faire perdre leur tech cred, si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et souvent ils vont être là, ils vont dire oui mais la sécurité de ton application, elle est pas chez toi. Ils ont des DevOps, ils ont levé plusieurs millions, ils ont plein de développeurs. T'es développeur junior tout seul à Station F. Comment est-ce que tu penses que ton application elle va être plus sécurisée que celle Ah d'Airtable? bah ouais, C'est non, pas c'est clair, possible. hein. Donc, il faut aussi être humble et se rendre compte de la réalité. Après, il y a un autre sujet par contre, et c'est vrai que si tu bosses dans le B2B, c'est pas possible d'avoir, enfin, si tu bosses sur le B2B et sur des données sensibles, c'est pas possible d'avoir tes données qui sont hébergées aux États-Unis. Nous, on le voit par exemple, on pourrait pas du Mmh. tout faire ce qu'on fait et horodater des preuves en no code parce que tout simplement, bah, il faut qu'on héberge les données, la data en France, pour éviter de tomber sous le coup du Patriot Act qui laisserait le gouvernement américain regarder sur les serveurs. Et je sais que nos clients, ils accepteraient jamais qu'on héberge aux États-Unis. Donc tu peux avoir des contraintes, mais à mon avis, c'est pas des contraintes qui sont liées à la sécurité technique C'est à plutôt proprement parler. législatif et juridique en réalité, quoi. C'est enfin Exactement. pas réglementaire, voilà, c'est plutôt le mot que je voulais utiliser. Ça peut être le règlement, les règlements enfin que tu évoquais, ou le règlement de la boîte en elle-même. Quand il y a des boîtes qui disent on veut que ça soit hébergé en France, juste parce qu'elles l'ont décidé. Il n'y a pas forcément de raison fondamentale à ça, quoi. Il y a juste des boîtes qui veulent pas, voilà, par principe, et on peut le comprendre, hein, comme tu dis, hein, les États-Unis. Après, bon, il y a des trucs de safe harbor et compagnie, enfin, qui sont censés un peu limiter les choses, mais bon, enfin, c'est des choses extrêmement compliquées, quoi. Le RGPD aussi vient là-dedans, doit garantir quand même certaines choses aux citoyens européens, mais enfin, je pense que tu connais tous ces sujets-là beaucoup bien mieux que moi, donc pas forcément rentrer là-dedans, mais c'est un vrai sujet, quoi. Ouais. Et alors pour revenir peut-être un petit peu justement sur ce que tu fais, ça m'intéressait d'avoir peut-être, pour finir un petit peu notre discussion, un peu des exemples de ce que tu fais par rapport à, bah, votre activité. Des exemples, tu parlais d'un petit peu de microservices, de micro-applications que tu fais en no-code qui reposent un peu sur ce que vous proposez. Ça m'intéresserait d'avoir un petit peu des exemples là-dessus.
Ouais, bah, écoute, par exemple, j'ai fait, j'ai fait un portail client avec Bubble une fois pour le brancher à notre API et pour permettre, à des clients, en fait, de venir déposer, des documents. C'est-à-dire que j'ai une application principale, hem, qui est faite sur AngularJS. Et le souci, tu sais, c'est que les applications one page, c'est sympa, mais ça va aussi parler aux gens qui font du no-code. Mais plus tu rajoutes de fonctionnalités, et plus tu commences à avoir de couches et de surcouches et de surcouches de front, et tu as du mal à t'y retrouver entre tes différents calques et tes différents niveaux d'application. Et ben c'est pareil en vrai code, et ça devient rapidement un enfer quand tu dois gérer 15 cas de figure et types d'affichage différents pour 15 clients sur une application similaire. Et donc bah là, j'ai fait ce portail typiquement en utilisant Bubble en combinaison avec Integromat. C'est-à-dire qu'on a juste fait un petit portail qui servait à uploader des documents sur Bubble. Et ensuite, via un webbook, ces documents étaient envoyés à Integromat pour en calculer un hash et avec notre API, l'envoyer sur nos serveurs. Et c'est là que je trouve vraiment que Integromat est magique, parce qu'une fois que tu as compris le HTTP connector et que tu sais ce que c'est qu'une API globalement, enfin surtout que tu sais l'utiliser, tu peux absolument tout faire, hein. C'est une sorte de Zapier sous stéroïdes, sans aucune limite, quoi. Tu peux connecter à ton application, tu peux connecter à n'importe quoi. La seule chose qui peut éventuellement te limiter, c'est le pricing d'Integromat, où à un moment, si tu veux récupérer trop de data, ça va te coûter cher, hein. Mais tu as de la marge. Ouais, non, je trouve qu'Integromat, hein, justement un petit peu dans la lignée de ce qu'on disait sur la technique et comment Bubble offre vraiment une abstraction de toutes des choses que font les développeurs, je trouve qu'Integromat est aussi un petit peu dans cette logique-là. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien, en fait, je trouve qu'Integromat permet de faire des scripts, en fait. Alors ça va pas forcément parler Ouais, aux gens, mais quand exactement. on est développeur back-end, quand on est administrateur système, on fait beaucoup de scripts qui permettent d'automatiser des tâches sur son serveur et qu'on peut lancer régulièrement, qu'on peut programmer, qu'on peut lancer des fois qu'une seule fois, hein, mais qui va faire beaucoup de tâches d'un coup. Ça, c'est quelque chose par exemple, qu'on peut pas du tout faire avec Zapier. Avec Integromat, on peut faire une suite d'actions et la déclencher à la main quand on veut, juste pour, je sais pas, convertir par exemple à la volée plein de colonnes qu'on aurait dans un tableau. Et c'est pas obligé d'avoir un trigger, comme on dit dans Zapier. Les actions se déclenchent uniquement quand il y a un déclencheur. Dans Integromat, on peut les lancer quand on veut, on peut les lancer régulièrement, ou alors évidemment avec un déclencheur. Ça, je trouve Ouais. ça génial, quoi. Ça m'a servi déjà plusieurs fois, et c'est un des usages que j'en ai qui est peut-être qui échappe aussi peut-être un petit peu à certains no-codeurs, mais on a tout un épisode de podcast sur Integromat avec Louis justement qui parlait de ces choses-là et qui est assez chouette aussi. Bah, c'est vrai que Zapier, Bubble, je trouve, c'est pas assez limité parce que c'est incroyable ce que les gars ont réussi à faire. Mais d'un point de vue logique, back, et si par exemple tu veux, je sais pas, si tu as envie de croiser deux listes de données euh, pour les regrouper, il me semble pas que ce soit possible avec Bubble. Et ben Integromat arrive quand Bubble est plus suffisant. Et une fois que tu as Bubble et Integromat, à mon avis, là tu peux vraiment faire pas mal de choses. Tu feras pas de la deep tech, mais tu n'as plus vraiment de limites sur ce qui est possible. Donc je pense que c'est un super outil à maîtriser et à avoir dans son stack, en plus de Bubble, pour, pour les workflows back-end qui sont trop complexes pour être gérés par Bubble. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord, et j'ajouterais qu'il y a aussi Parabola qui est assez chouette pour faire justement un petit peu ce que tu parlais, de ce dont tu parlais pour traiter les données, fusionner des listes, des choses comme ça. Parabola, alors qui est beaucoup moins puissant en termes d'automatisation, d'intégration, mais par contre sur le traitement des données est très bien fait en fait. C'est très visuel, c'est assez facile J'ai de jamais essayé partir d'un jeu de Parabola. données et le ressortir d'une autre manière. Mais bon, C'est effectivement, mieux fait Integromat. le parsing sur Parabola. C'est plus intuitif, un peu Euh, comme à la Zapier. Ouais, c'est plus visuel, et c'est vraiment en fait c'est vraiment dédié à ça. Donc il y a beaucoup d'opérations que tu peux faire sur les colonnes, sur les lignes, tu peux faire de l'enrichissement, tu peux appeler des API, tu peux faire des boucles. Enfin,
peut faire pas beaucoup de choses par rapport à ça. Faut que je me penche sur. Je pense que ça pourrait te plaire, vu un petit peu ce que tu viens de me dire. C'est vraiment sur une super abstraction visuelle du traitement de données, quoi. Et d'ailleurs, il y a une intégration directe avec Bubble, avec l'API de Bubble. Ok, super. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon un petit peu. Pour te donner un autre exemple, en fait, j'ai réfléchi à quel exemple je peux te donner, mais il y a pas mal de trucs que je fais pour mon boulot qui sont pas encore sortis. Donc c'est un peu compliqué d'en parler. Mais j'ai bossé avec un ami qui a une application mobile de e-commerce en fait pour les vêtements, tu vois. Et on se disait, télécharger une application mobile, il y a quand même un petit peu de friction, tu vois. Je sais que par exemple, j'aime pas télécharger une application mobile et ça fait que le coût d'acquisition d'un utilisateur, il est extrêmement élevé. Enfin, il n'est pas extrêmement élevé, mais ça peut être 1 euro par utilisateur sur une application mobile. C'est pas du tout déconnant comme coût d'acquisition d'un utilisateur. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait tenter pour avoir un meilleur ROI sur les utilisateurs qui téléchargent cette application, si tu veux, de e-commerce de vêtements. Et ce serait de réduire, peut-être de réduire la friction, à l'inscription. Et comment est-ce qu'on la réduit? On s'est dit, on va essayer de faire un chatbot et de le brancher directement sur l'API du système pour permettre en fait aux gens d'acheter en e-commerce via le chatbot, enfin de cliquer sur des liens et ensuite de pouvoir acheter. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert, enfin je connaissais déjà Integromat, mais pour faire ça, typiquement, on a utilisé WeChat ou ManyChat et Integromat. Et c'est là que je me suis rendu compte de toutes les fonctionnalités webbook d'Integromat qui étaient extrêmement puissantes et qui te permettaient de trigger quand tu voulais un message pour utilisateur. Parce que typiquement, là, on récupérait, je crois, 100 000 données. Enfin, elles étaient parsées ensuite, mais ça prenait un peu de temps de récupérer, par exemple, la paire de chaussures que tu voulais. Parce que tu tapais, je veux une paire de chaussures, par exemple, Stan Smith, et on te renvoyait une Stan Smith. J'ai pas été très clair. Et donc, tu tapes, je veux une paire de chaussures Stan Smith. Nous, il faut derrière qu'on examine les plusieurs millions de produits qu'il y a en catalogue, qui sont disponibles sur le web, et qu'on les renvoie via le chatbot, en fait, sous forme de card. Et donc, typiquement, Integromat peut te permettre de mener des opérations très complexes comme ça, de retrouver l'article que tu veux, sa fiche produit, et ensuite de l'envoyer via Webhook directement sur Messenger à la personne visée. Ok, ça c'est un bon cas d'usage. Ça montre aussi qu'il n'y a pas forcément besoin de Bubble ou de Webflow ou d'outils qui permettent de faire des interfaces web. On peut aussi faire des applications en passant par les chats, quoi. Enfin, par le chatbot, c'est aussi une autre interface que on pourrait faire aussi imaginer un peu la même chose que ce que tu dis avec une interface vocale comme mon enceinte connectée qui s'est mise à parler tout à l'heure, quoi. Carrément. Et puis quand on voit les API en plus, tu as les API Google que tu peux utiliser de reconnaissance vocale. Alors c'est quelque chose que j'ai jamais essayé, mais aujourd'hui tu as des applications que tu peux acheter, des API que tu peux payer à la minute de reconnaissance de voix, ce qui fait que n'importe qui en fait peut faire même des projets deep tech en se basant sur la techno de Google ou d'Amazon. Ouais, non, carrément. Ouais. Il y a un petit no-code qui s'appelle VoiceFlow, qui est un peu l'équivalent de ManyChat, mais pour faire des actions Google ou des skills Alexa. VoiceFlow? Ouais, VoiceFlow, ouais. Si tu regardes, si tu veux faire un assistant vocal, c'est vraiment la même chose, c'est programmation visuelle, faire des assistants vocaux sans coder. Ok, c'est cool. Voilà. Alors, écoute, moi j'ai deux dernières petites questions pour conclure. Je voulais juste savoir un petit peu si vous avez prévu des next steps sur Corona Party ou si c'est là, ça y est, pour l'instant vous juste vous en profitez pour faire la fête et puis ça disparaîtra à la fin du confinement. Moi j'ai une autre entreprise à côté et on peut pas poursuivre plusieurs licornes à la fois, si tu veux. Je pense qu'il faut rester focus. Donc c'était bien de faire une petite aparté sur Corona Party le temps du confinement et un peu de la baisse d'activité. Mais je vais retourner à ma première activité. Après, je sais que dans l'équipe, il y a peut-être des personnes qui ont envie d'emmener le concept plus loin. Si c'est le cas, ce sera
sur un autre domaine et en repartant de zéro que Corona Party, parce que on a fait la promesse qu'il n'y ait pas de data qui était utilisée, que c'était un projet éphémère, donc c'est pas pour tu vois, changer d'avis demain et reprendre l'app. Si ça se fait, ce sera ce concept, mais pour la vie réelle, et ça partira d'une autre app. C'est pas exclu, mais moi je pense que je continuerai pas Corona Party. Je suis super content de ce qu'on a fait. J'avais jamais vu des courbes analytics qui allaient aussi haut, et puis on s'est bien amusé, et puis je pense que c'était une super expérience, quoi. C'était une super expérience d'avoir la chance de pouvoir faire un truc qui marche à grande échelle dans le B2C comme ça, tu vois. Ok. Ouais, non, j'imagine, ouais, non, Mais c'est sinon, chouette, les next un beau steps projet. pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore arrivé au terme, si tu veux, de la vie de Corona Party, parce que ce sera quand il y aura le déconfinement. Les next steps, c'était la traduction en anglais, et ça, on l'a fait. On a remarqué qu'on avait pas mal d'utilisateurs à San Francisco, en fait, avec Google Analytics, de manière assez étrange. Parce que c'est la tech San Francisco, mais on n'a pas particulièrement de potes qui habitent à San Francisco. Et puis on aimerait quand même vraiment faire une version mobile de l'application. Et là, je passe un appel. Si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute et qui code et qui fait du no-code en plus, on essaye désespérément d'intégrer Cordova pour pouvoir avoir accès à la caméra de l'application dans le navigateur via une PWA, pour permettre en fait à n'importe qui de pouvoir l'utiliser, même sur mobile, et sans avoir besoin de faire des paramétrages dans son navigateur. Et ça nous permettrait, je pense, de toucher 2 fois plus de personnes, parce qu'il y a quand même une grosse partie de la population qui est sur mobile. Et donc, ce serait une bonne optimisation, à mon avis. Voilà. Et puis, il y a une troisième piste qu'on est en train d'étudier, c'est qu'on fait quand même beaucoup de trafic avec Corona Party. Et on ne veut pas faire de pub, évidemment, parce que c'est un projet gratuit, mais on se dit que c'est bête que tout ce trafic qui a quand même une valeur soit perdu. Et du coup, on voudrait peut-être l'offrir à des associations, tu vois, ou je sais qu'il y a des hôpitaux qui essaient de lever des fonds pour acheter des masques. Enfin, je sais pas exactement, il faut qu'on arrive à trouver une bonne cause et puis un truc sérieux surtout. Mais s'il y a des gens qui ont ça, on aimerait proposer de la pub gratuite, du coup, pour voilà, quoi. Ok, l'appel est passé. Et alors, dernière question qu'on pose à tous les invités sur le podcast. Est-ce que tu as un autre, si tu avais un autre side project, si dans le futur, qu'est-ce que ça serait que tu construirais en no-code? Franchement, si je faisais pas Blockchain URAP, je pense que je serais en train de faire une agence de no-code ou un truc comme ça. Parce que je pense vraiment que le no-code, c'est quelque chose à venir. Je l'ai pensé à l'époque quand je suis parti sur Blockchain URAP, c'était il y a 4 ans. Je le pense aujourd'hui pour le no-code. Donc je pense que je suis en train de faire une agence de no-code. Si je devais faire un autre side project maintenant en no-code et pas une agence, je sais pas comme ça. Ça me T'as pas viendra. d'idée Ouais, Non, tu nous diras la prochaine fois, alors au prochain no-code drinks pas qu'on fera. particulièrement. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir s'il y a déjà des gens qui ont réussi à faire des outils de no-code, bon, je mets une limitée, mais en no-code. Juste pour le challenge technique. Ouais, pour faire une inception. C'est ça. Et ça, je sais pas si ça a Mais déjà été fait ou non. j'ai pas vraiment creusé la question, mais j'ai vu passer sur Twitter une espèce de légende urbaine que Builder, BILDR, aurait été fait en no-code. Enfin, et qui est un outil no-code qui permet de faire des outils no-code, aurait été lui-même fait en no-code. Ah oui. Mais avec Builder. Mais ça m'a pas paru très clair, j'ai pas creusé la question, donc je sais pas si c'est juste le site de démonstration. Parce que le site de Bubble, par exemple, est fait avec Bubble. Ouais. Et le site de Bubble n'a rien d'extraordinaire, c'est juste un site vitrine. Enfin, Bon, c'est pas l'outil en lui-même. ça, c'est presque normal, quoi. C'est-à-dire que sinon, on peut se Ouais, poser des questions. oui. Le site de Webflow est fait avec Webflow aussi. Donc je sais pas. Je pense que c'est un challenge. Il faut que je creuse la question là de Builder si c'est vraiment. Ça me paraît compliqué en fait, juste sur la logique. J'ai du mal à voir comment on pourrait faire sans coder. Mais pourquoi pas, hein, tout est possible. À voir.
Bon, bah écoute, super, merci beaucoup pour tout ça, pour cet échange très intéressant. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux ou est-ce que les gens peuvent te suivre, toi Ouais, ou Corona Party? vous pouvez m'acheter sur LinkedIn, William Fauchou. Et donc voilà, je serais super heureux de discuter avec vous de nos codes ou de toutes ces choses passionnantes. Et sinon, Corona Party, vous pouvez retrouver, il y a un groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à le rejoindre ou sur Instagram. On est aussi sur Twitter. Voilà. Ok, super. Bon, je mettrai de toute façon tous les liens dans les notes de l'émission. Et bah merci beaucoup et à très bientôt alors. Merci à toi, Alex. Salut.